j'ai décidé ce soir de reprendre avec le sujet des alignements de Karnak. C'est bien par là que j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, quand je suis arrivé ici. Et forcément, ce sujet est extrêmement vaste. Et plus je rentre dedans, plus c'est vaste. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on peut dominer. Hein, c'est nécessaire, en réalité, de ne pas essayer de le dominer, mais essayer de s'ouvrir à tous ces vestiges qui sont là. Le titre, c'est « Géométrie sacrée, les géants de Karnak ». Et le fondement de tout ça, c'est ce que le titre qu'on peut appeler la science des anciens. Les anciens sont des personnes qu'on ne connaît pas, puisque ces monuments ne sont pas signés. Ils n'étaient pas dans le culte de l'ego et de la personnalité, a priori. Et le terme science, j'utilise volontairement, parce que nous avons souvent tendance à voir les peuples de la préhistoire comme des gens primitifs. C'est presque une sorte d'évidence, quoi. Puisqu'ils n'avaient pas de téléphone portable et tous ces trucs-là, et de bombes nucléaires, etc. Mais au fait, il y a une incroyable finesse dans les vestiges qui sont restés, et surtout, il y a des éléments qui laissent penser qui sont à l'origine de toute notre société, que peut-être notre langage, mais en tout cas nos systèmes de mesure, nos systèmes d'orientation, les bases de la géométrie, l'astronomie, les calendriers, nous les utilisons, mais ils semblent avoir été conçus par des personnes dont on n'a pas souvenir. C'est comme si j'utilise un ordinateur, je peux l'utiliser, mais est-ce que je suis capable de le fabriquer? Et c'est très important de garder ça en tête. Je vais parler de ce que j'appelle la science du sacré. C'est un terme un peu particulier. Ça pourrait même sembler être contradictoire à notre époque, puisque nous séparons science et sacré comme des choses différentes. Et justement, c'est mon propos depuis très longtemps, c'est qu'il devait exister autrefois une science qui s'occupait de questions dont on ne s'occupe plus. Globalement, cette science, j'ai fini par comprendre, hein, parce que je n'étudie pas que les mégalithes, j'étudie des anciennes civilisations en général, et aussi des choses de l'Antiquité, des écrits anciens. La science du sacré, c'est une science qui aide les humains à élever leur esprit. L'être humain est un animal, il a un corps physique, c'est un animal, il mange, etc. Il a tous les fonctionnements animaux, mais il a la différence avec les animaux, c'est qu'il a un esprit, la possibilité de réfléchir, de penser. Il a aussi la perception, la conscience de la finalité de son existence, enfin le fait qu'il va mourir. Ce qui change la donne, hein, par rapport à une vie, le fait de savoir que je ne suis pas là à jamais. Et il y a clairement nécessité, un enfant quand il naît, il n'est pas fini. Il a besoin d'être aidé pour développer son corps, développer ses sentiments, développer son langage.
à la naissance, s'il est laissé à lui-même, il va mourir. Il ne peut pas exister, il ne peut pas survivre. Et aussi bien que sur le plan physique, les êtres humains sont comme ça, sur d'autres plans, c'est la même chose. L'être humain a besoin de s'éduquer dans les choses d'un autre ordre. Donc la science du sacré aide les humains aussi à se conformer aux lois du cosmos. Donc ça, c'est une idée qui est très différente à notre époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, le ciel était vu par les anciens comme un lieu ordonné, puisque les choses revenaient toujours à leur place. Il y a un ordre dans le ciel. Le soleil va se lever à un endroit précis, un jour précis, à une heure précise, et elle sera toujours là à ce moment-là. Il n'y aura pas de retard, pas d'excuses. Ça se passe comme ça. Et lorsqu'on regarde le ciel, on perçoit un ordre, que tout ce qui est dans le ciel obéit à quelque chose. Et après, on voit sur Terre le chaos, le désordre, des choses qui débarquent, on ne sait pas. On vit dans l'incertitude. Et il y a dans cette idée de la science du sacré le fait d'apprendre à se conformer à des lois du cosmos. Donc, aider les humains aussi à harmoniser leur fonctionnement, que ça soit émotionnel ou physique ou intellectuel. Peut-être cette séance des anciens sera la séance de demain. Moi, personnellement, je l'espère. Je ne me considère pas comme un historien ou comme quelqu'un qui regarde vers le passé. Je me considère davantage comme quelqu'un qui essaie de voir où est-ce que nous allons. Quelles sont les bases sur lesquelles nous allons pouvoir poursuivre. Et je pense que des bases qui viennent de ce lointain passé pourraient sûrement nous aider. Alors, l'espace sacré, c'est un terme particulier. Aujourd'hui, on ne crée plus d'espace sacré, on crée des stades de foot et des centres commerciaux, etc. Autrefois, on bâtissait des églises, des cathédrales, il y en a des magnifiques en France. Mais justement, la science du sacré permet de créer des lieux, un lieu comme un espace sacré, qui est ordonné avec des mesures, selon une orientation, avec des proportions. Et cet espace sacré permet de vivre une autre relation avec soi-même en premier, avec les autres, et puis avec le ciel et la terre, puisqu'elle est orientée, elle permet cette relation-là, orientée et aussi placée à des lieux particuliers où la terre a des caractéristiques, des énergies tout à fait particulières. Alors, la géométrie. Aujourd'hui, on apprend la géométrie à l'école sur des feuilles de papier et on ne sait pas trop à quoi ça sert. On apprend ça parce que c'est un sujet qu'on doit apprendre à l'école. Mais elle peut être définie, par les anciens, elle était définie comme le déploiement des nombres dans l'espace. Et ainsi, elle va mesurer la Terre, d'où le nom géométrie, qui veut dire mesurer la Terre. Donc la géométrie, c'est utilisé par les arpenteurs. Voilà un mot breton qui est rentré en langue française, les arpenteurs. Et j'aime penser que ce mot, arpenteur, pente en grec veut dire 5, et c'est ceux qui utilisent le triangle 3, 4, 5, en tout cas ceux qui vont arpenter l'espace avec la géométrie. Les formes qui sont produites par la géométrie peuvent être harmonieuses ou dissonantes, exactement comme dans la musique.
Donc dans la musique, quand on entend des notes qui ne s'accordent pas, on l'entend bien. Par contre, dans un espace, on le sent moins. Si une pièce est faite avec des rapports dissonants, on ne va peut-être pas le percevoir. Mais pour les anciens, c'était très important, c'est évident. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour avoir une géométrie extrêmement précise en suivant des formes bien déterminées. Certaines formes, donc, ont été perçues comme ayant des qualités particulières, des formes qui génèrent des ondes de forme, considérées comme bénéfiques pour l'évolution de l'être humain. Donc, la forme de cette pièce, par exemple, va générer une sorte d'onde. Nous sommes dedans, et donc nous baignons dans l'onde qui est générée par la forme de la pièce. Donc, il vaut mieux peut-être avoir une pièce qui est organisée harmonieusement que juste parce que ma propriété va de là à là. La compréhension de la géométrie n'est donc pas un exercice intellectuel uniquement, mais une nécessité pour l'application de la science des espaces sacrés. Tout l'art et l'architecture des anciens n'a qu'un seul but, aider l'être humain dans son évolution spirituelle. Voilà une idée que je mets en avant. Alors, venons-en maintenant au sujet de ce soir, les alignements de Karnak. Considérés par National Geographic Magazine comme le lieu le plus mystérieux sur Terre. Puisque toutes ces pierres sont alignées, c'est évident, ce n'est pas n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est? Alors, selon moi, c'est un vaste tracé géométrique à même le sol pour générer un paysage sacré. Et alors, quand je parle de sacré, souvent, lorsqu'on pense à l'homme préhistorique et sa notion de sacré, on l'imagine en train d'adorer le soleil, un truc très bête, quoi. En fait, globalement, c'est un truc superstition, un peu idiot, lié à des peurs. Alors que ça peut être carrément autre chose, ça peut être carrément la recherche d'une autre dimension en soi. On peut dire que par cette implantation, la pensée vient s'ajouter à la nature. Je disais tout à l'heure au démarrage à KR0, à R de tout à l'heure, que ces monuments sont faits avec le plus grand respect du paysage. On n'a rien cassé. On a transformé un petit peu certains endroits, mais c'est fait avec beaucoup de respect. Et donc, selon moi, d'abord, ici à Karnak, avec des menhirs géants, des tumulus ou des tumuli, selon, et des cairns placés sur des points hauts, une épure initiale fut réalisée en fonction des axes cardinaux et des mouvements du Soleil et de la Lune. Donc il y a un paysage qui est là, qui n'est pas n'importe où, hein, puisqu'on est sur une latitude particulière, mais ce n'est pas mon sujet ce soir, mais ce paysage est là. Et dans ce paysage, avec ses points hauts, ses points bas, et tout son relief, ses cours d'eau, eh ben, on va installer d'abord, sur des points hauts, on a construit le tumulus Saint-Michel, le cairn de Kercado, tumulus du Moustoir, sont mis sur les points hauts, et puis des menhirs, comme le menhir du Magno. Et à partir de là, on va pouvoir tracer géométriquement. Alors, si le point n'est pas assez haut, eh ben, on rajoute quelque chose pour qu'il soit assez haut. Le tumulus Saint-Michel fait 67 000 tonnes de rajouter. Et donc c'est ça que je vais vous montrer ce soir, c'est comment ces monuments, ces géants et ces cairns ont tracé le sol de Karnak. Donc on va commencer par le Menek, les alignements du Menek, qui sont les plus connus à Karnak.
et le triple carré. Donc j'ai beaucoup parlé de ce sujet, je ne vais pas tout reprendre. J'ai prévu un petit extrait du film Mégalithe, un monde oublié, un extrait qui dure 1 minute 30 et qui présente assez rapidement cette relation dans les fils d'alignement. On va regarder ça pour commencer. Ici, on est à la verticale des alignements du Manek Ouest et on va voir des lignes qui partent. Et ces lignes vont arriver sur des fils de Kerr-Mario. Au fait, les 10 premières lignes du Manek arrivent sur les 10 fils de Kerr-Mario en ligne droite. Et on voit, là, ici, on descend comme ça, sur un dolmen, sur un menhir. Ah, on commence à l'entendre. If we measure from the east-west axis, we get 18.44 degrees, Ah, c'est là. which is precisely the angle of the diagonal of a triple square. Je vais peut-être le remettre, hein? The line furthest south in the Manek aims at the Ah, c'est en anglais. The line furthest south in the Manek aims at the dolmen of Kerr-Mario. Qu'est-ce qu'il dit? The next line aims at the most southern line at Kerr-Mario, and so on. The angle of these lines from north is 71.56 degrees. 56 degrés depuis le nord. If we measure from the east-west axis, Depuis we get l'est-ouest, 18.44 degrees, 18,44 which is degrés. precisely the angle of the diagonal of a triple square. C'est l'angle exact de la diagonale. We can measure exactly the triple same carré. angle for the second and third lines. Deuxième et troisième font exactement cette The même angle. menhirs in the alignments of Le Manek are aligned in this direction, as are the first stones at Kerr-Mario. Voilà. Donc, The line for les lignes du Manek ouest, si on les prolonge, arrivent sur les 10 lignes de Kerr-Mario et le début des lignes de Kerr-Mario sont orientées dans la même direction. Vous voyez, on vient de le voir là, clairement. C'est quelque chose de très important, évidemment. Ça semble une évidence. Là, c'est montré, c'est une évidence. On voit des lignes, ils suivent les menhirs, ils arrivent sur les autres. Il y a 10 lignes, ils arrivent sur 10 lignes. Ces lignes sont dans la même direction. Eh bien, ce simple fait n'est pas connu. C'est pas accepté. Si vous allez faire des visites là-bas, personne ne va vous le dire. C'est vraiment très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a 1466 mètres entre la première pierre du Manek et la première pierre de Kerr-Mario. C'est forcément trop loin pour que ces gens-là aient pu relier les lieux. Donc ça ne peut pas être ça. Pourtant, c'est ça. Voilà. L'existence de ce triple carré, donc 3 carrés posés côte à côte, au Manek, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vais utiliser pas mal Google Earth ce soir, parce que pour vous montrer ces relations, ça va être plus simple. Alors, voilà les alignements du Manek. Aujourd'hui, on a le très grand avantage de disposer d'images satellites qui nous permettent de voir toutes les pierres. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et donc, on voit ici la première pierre. Alors, il y a un fil ici. C'est le 11e fil au Manek.
Mais dans la mesure où il n'y a que 10 fils à Kermario, il n'y a que 10 fils, c'est les 10 premiers fils depuis le nord qui sont reliés aux 10 fils de Kermario. Le 11e fil se relie au dolmen de Kermario, sur le même angle, mais il va sur le dolmen, puisque à Kermario, il y a 10 fils et un dolmen. Voilà. Mais si je mets, voyez, si je mets un point ici, hein, j'ai raté. Si je mets un point ici au début et qu'ensuite je zoome en arrière, je vais mettre ça là-haut et j'avance, je vais vous montrer, ça c'est ce qu'on a vu dans le film tout de suite, on est descendu à toute vitesse sur des pierres. Ici, je viens sur cette première pierre ici, voilà, je suis à 1466 mètres, 71,57, voilà, 71,57. Je suis sur la base de la pierre ici. Et si je prends une calculette et je fais 71,57 et je demande la tangente, 3. 3, ça veut dire que j'ai un rapport de 1 vertical et 3 exactement, 3,000. C'est exact. Donc cet angle correspond parfaitement au centième de degré à cette géométrie du triple carré. Okay? Voilà. Et plusieurs fils le montrent. Et c'est évident, ça ne peut pas être un hasard sur une telle distance, 1466 mètres. Ce soir, je dois vous dire, dans cette conférence, je vais vous parler de géométrie, puisque c'est le thème du mois à Epistemia TV. Et donc ce soir, je vais me concentrer sur la géométrie, donc je ne vais pas rentrer dans les mesures. Je vais faire ça le mois prochain. Le mois prochain, je reprendrai ces éléments et je les aborderai avec les mesures la prochaine fois. Mais pour ce soir, on va regarder la géométrie seulement. Donc, c'est possible, du coup, d'implanter ce triple carré. Le voilà, ça c'est 3 carrés. Donc, je ne vais pas vous dire quelle taille ils font, on verra ça un autre jour. Voilà, la prochaine fois. Le Menec à Kermario, voilà, c'est l'angle qu'on vient de tracer. Voilà. Alors, ceux qui connaissent mon travail savent que je dis quelque chose par rapport à ces constructions qui est assez particulier, c'est que j'affirme depuis longtemps maintenant que ces bâtisseurs de mégalithes utilisaient la mesure du mètre. C'est un élément qui semble totalement invraisemblable. On a des hommes préhistoriques, le mètre a été introduit à la Révolution française, et on a fait tout un travail pour mesurer la Terre, pour avoir la mesure. Et donc, c'est totalement invraisemblable de dire un tel truc. Et la Terre est plate, et voilà. Mais si je l'affirme, c'est parce que je le vois. C'est marqué. Alors, les gens me disent, écoutez, si c'était marqué, pourquoi ils n'ont pas, par exemple, fait un truc, pourquoi ils n'ont pas construit quelque chose qui fait exactement 100 mètres? On me dit ça. Eh bien, regardez. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, juste derrière le buisson, là, il y a une pierre. Vous le voyez là? Donc ça, c'est le fil le plus au sud. C'est le 11e fil du Menec. OK? Donc je vais mettre un point sur cette pierre-là.
et je vais aller plein nord vers la pierre qui se trouve de l'autre côté. Vous lisez quoi là? 100 mètres. Et regardez l'angle, 359,79 degrés, c'est plein nord, c'est nord-sud. Donc non seulement c'est 100 mètres, mais c'est sur un axe nord-sud. Et c'est la largeur des alignements. Regardez, c'est la largeur nord-sud des alignements du Mennec. OK? Mais bon, c'est une coïncidence. Non, mais c'est une coïncidence. Mais vous allez voir que je vais vous donner un peu plus tard dans la conférence d'autres éléments qui vont montrer qu'il n'y a pas de doute à avoir que cette mesure était bien utilisée. Mais les mesures, ce n'est pas pour ce soir. Hein? Je vous avais dit, ce n'est pas pour ce soir. Alors, la prochaine géométrie que je veux vous montrer, je vais partir de cette même pierre. Mais maintenant, nous allons aller au cairn de Kercado. Donc, vous connaissez le cairn de Kercado? Voici, je l'ai montré en image tout à l'heure. C'est là. Alors, j'ai fait quelque chose, moi. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Cairn de Kercado, voilà. Le cairn de Kercado. Au fait, le CNRS, avec Serge Cassen, a réalisé un magnifique plan du cairn de Kercado, avec l'échelle dessus. Alors, j'ai pris ce plan et je l'ai installé à l'échelle. Ce qui nous permet de voir, parce qu'on ne le voit pas bien avec les arbres et tout ça, ça nous permet de voir. Alors, pour voir que je l'ai mis au bon endroit, je vais vous demander de regarder l'entrée là. Et je vais le faire disparaître. C'est-à-dire, je vais enlever la transparence. Vous voyez l'entrée en dessous? Ici, là. Vous voyez, là, c'est l'entrée du cairn. Ici, c'est le menhir qui est au sommet du cairn, et là, c'est l'entrée du cairn. Et si je remets le dessin, ça vient épouser exactement l'entrée. Et les dimensions sont bonnes, puisqu'il y a l'échelle sur la carte, et ici, avec Google Earth, je peux le mettre exactement à dimension. Vous allez voir que pour ce qui suit, c'est très important. Donc, j'ai superposé le cairn exactement à la taille et exactement à son emplacement, pour qu'on puisse le voir, malgré le fait qu'il y a des arbres partout. Donc, OK. Et on voit l'intérieur ici, la cairn, ça c'est la construction en pierre sèche, qui est marron, et on voit un peu en mauve à l'intérieur la forme de la chambre, le couloir ici, là, et puis l'entrée, qui lui est un peu refait, hein, l'entrée est un peu refait par Zachary Rosic. Et le menhir qui est au sommet aussi a été mis là par Zachary Rosic, ce n'était pas là à l'origine. Sinon, le cairn est intact. Tout ce qui est dans le cairn est à sa place d'origine. Ça n'a jamais été démonté, ce cairn. Donc, c'est à sa place. Et on voit autour, en bas ici, on voit des pierres en rouge. C'est des pierres d'un cromlech de pierre. Hein, c'est des pierreaux comme ça, qui font le tour comme ça du cairn. Oui? Et ça nous permet de les situer correctement dans la forêt. Donc, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est la relation entre la première pierre de la deuxième ligne du Mennec où on était tout à l'heure, là. Donc, on va y retourner.
Donc, à cette toute première pierre, c'est un peu la pierre angulaire, là, le 10e point. Et donc, d'ici, on va tirer un trait qui va aller jusqu'au cairn, jusqu'à dans le cœur du cairn de Kerkado. Donc ici, nous sommes à une distance de 2363 mètres. OK? Alors, c'est juste pour vous dire la distance. Je ne veux pas rentrer dans les mesures. Par contre, si vous regardez l'angle, c'est marqué Est, 11,31 degrés nord. Ceci est un quintuple carré. C'est la diagonale d'une forme de 5 carrés posés côte à côte. Et ce que nous allons découvrir, je vais l'afficher, ce quintuple carré, il a exactement la même taille que le triple carré qui allait à Kermario. Vous comprenez? On avait le triple carré, ben ce quintuple carré se superpose. C'est-à-dire que ce quintuple carré passe exactement par la première pierre de Kermario. Et que cette première pierre de Kermario est exactement à l'est-ouest de la chambre du cairn. Voilà qui est particulier. Et on est dans une géométrie d'une incroyable précision sur des très grandes longueurs. Et je pense que là, on ne peut plus dire que c'est un hasard. Là. D'une même pierre, à deux endroits très spécifiques, on trouve une géométrie de forme identique. Donc ce quintuple carré, voilà. Donc ça, en soi, c'est intéressant. Ensuite, dans les alignements de Kermario, ici, on a les alignements de Kermario, donc on a le dolmen là, le dolmen ici, et puis on a les 10 fils d'alignement qui partent à une certaine orientation, puis qui changent de direction. Le début de ces lignes a la même orientation que ceux du Manek, puis après ça change de direction. Tous les fils font ça, sauf la ligne la plus au sud, cette ligne-là directement part à une autre direction. Vous voyez ça? La pierre arrive ici, eh ben, les pierres ne sont pas alignées selon la direction des pierres du Manek. Elles changent ici, ça change tout de suite. Maintenant, à l'autre bout des alignements de Kermario, si on suit toutes ces lignes-là, alors, ici, on a un grand menhir ici, qui s'appelle le menhir du Magno 2. C'est comme ça qu'il a été nommé, le Magno 2. Et tout le monde l'appelle comme ça. Non, il ne changera pas son nom. Voilà. Alors, je vais peut-être passer ça tout de suite. J'y reviendrai. Je n'ai pas une image du Magno 2 ici. Attendez. Le voilà. Je l'avais au début. Voilà, ce menhir du Magno 2 dans les alignements. Oui, vous voyez que cette pierre est immense, plus de 3 mètres de haut, beaucoup plus grande que toutes les autres pierres autour. C'est un géant. Et donc, il est sur un point haut. Non seulement il est sur un point haut, mais ce point haut a été artificiellement surélevé. Au fait, il est sur ce qu'on appelle un tertre. C'est une construction qui a surélevé ce point-là, et les alignements passent dessus. Quand on passe à Kermario, on voit, on peut voir cette butte comme ça, et les alignements montent dessus, et ce menhir est dessus. Et donc, à cause de cette butte-là, la hauteur du menhir, il est visible depuis le début, malgré le fait qu'il y a des grandes ondulations. OK?
Donc voici le menhir du Magno 2, il est très particulier et forcément on se demande ce qu'il fait. Alors je vais revenir où est-ce que j'en étais? Oui, j'en étais là, voilà. Et je vais revenir à mon Google Earth. Et donc ici, on voit son ombre, là. Vous voyez? Depuis le haut, on ne le voit pas très bien. À l'époque, il faisait des fouilles autour. Il devait avoir des bâches, des choses. Et donc, mais on voit bien son ombre, donc on sait bien qu'il est là. Le voilà, le menhir du Magno 2. Et ce qu'on va constater, c'est que entre Kercado et le Magno 2, donc entre le cairn. Alors, où est-ce que je me suis mis dans le cairn? Je me suis mis vraiment sur le mur du fond. Donc, si j'enlève le titre cairn de Kercado, vous voyez la chambre. J'ai mis le point sur le mur du fond de la chambre. Okay? Et bien, sur le mur du fond de la chambre, ici, jusqu'au menhir du Magno dans les alignements du cairn Mario, c'est de nouveau un quintuple carré. C'est de nouveau une géométrie exacte, avec un angle par rapport au nord de 11,33 degrés. 31, pardon. C'est 348,69 degrés ou 11,31 nord, 11,31 ouest. C'est exactement un quintuple carré. Donc c'est la même forme qui reliait le début du Menhec au cairn, nous relie maintenant à ce menhir-là. Oui? Et si ce menhir-là, je le rejoins à ma première pierre ici des alignements, je vais tirer le trait, hop, et bien, il court le long des menhirs. Ces menhirs sont orientés pour aller sur ce grand menhir au loin. Oui? Enfin, ça se voit. Et alors, l'angle de cette ligne, c'est l'angle d'un triangle 3, 4, 5. Donc ça, c'est un triangle très important, très connu des Égyptiens, utilisé par les Égyptiens. La pyramide de Khafren en Égypte, c'est un triangle 3, 4, 5, 3 à la base, 4 verticales et 5, tout le monde le sait. La pente de la pyramide suit exactement l'angle d'un triangle 3, 4, 5. Et bien ici, cet alignement suit le triangle 3, 4, 5. Et ce qui est particulier, c'est que l'angle d'un triangle 3, 4, 5 est exactement le double de l'angle d'un triple carré. Donc, si je prends cet angle-là de mon triple carré qui vient du Menhec, ça fait 18,44 degrés, et ici, 36,87. Ici, c'est 435 et 36,87. L'angle est doublé. Oui? Donc, c'est quelque chose de clairement voulu. C'est un tracé géométrique utilisant des formes simples, mais positionnées selon les axes cardinaux avec une précision exacte. Et c'est là depuis très longtemps. C'est quelque chose de vraiment important. Et donc, entre cette pierre-là et le cairn
comme j'indiquais, ça c'est un axe est-ouest. On est ici exactement à l'est-ouest entre le cairn et la première pierre. Donc de nouveau, forcément, c'est une géométrie qui est inscrite. Alors, je vais revenir dans les alignements dans un instant, mais au fait, cette ligne, si on la continue, il vient jusqu'au dolmen. Donc, j'ai prévu une petite ligne là, c'est un prolongement de la ligne qui vient jusqu'au dolmen. Et quand je reviendrai la prochaine fois sur les mesures, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est cette distance? Pourquoi ils ont rajouté ce petit bout là? Ou qu'est-ce que c'est cette distance? C'est vraiment très important. Mais ça pour la prochaine fois. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'à partir du dolmen, je vais tirer un trait est-ouest. On va la suivre. On va arriver au cairn et regardez, il vient sur le cromlech. Ces pierres en rouge qui entourent, le bas du cairn marque exactement l'est-ouest par rapport au dolmen. Donc la distance qui a été rajoutée à Caer Mario, ben, on le trouve ici entre la chambre du cairn et le cromlech de pierre qui tourne autour. Et ça nous donne une organisation. C'est exact au centième de degré. C'est un est-ouest exact. Je peux vous le montrer si vous voulez. C'est toujours intéressant de voir parce que voilà, je vais mettre les mesures. Je vais me placer là à l'entrée du dolmen. Je vais venir jusqu'au 90,00 degrés. Regardez, vous voyez 90,00 degrés. C'est un axe est-ouest exact au centième de degré. Nous, on peut faire ça aujourd'hui grâce à Google Earth, les satellites, les ordinateurs. Mais comment on faisait des arpenteurs pour atteindre une telle précision? Donc ça, c'est une première question. Et l'autre question, c'est pourquoi? Ils sont clairement en train d'appliquer une science ici. C'est pas n'importe quoi. Ils appliquent une science qui est rigoureusement placée par rapport aux axes cardinaux. Alors, il y a un autre petit détail ici qui est très intéressant. C'est, si on suit les alignements, au début, c'est des très grosses pierres. L'avantage des grosses pierres, c'est qu'elles peuvent être vues de loin. Hein? Donc, si on est en train de relier les lignes du Mennec à ceux de Caer Mario, c'est normal qu'au début, on met des très grosses pierres pour qu'on puisse voir hein, à distance. Donc, au début, c'est des très grosses pierres, puis après, ça diminue. Donc, selon ce que je pense, on a mis au début des grosses pierres pour faire des tracés, et ensuite, on a rempli. Comme font ceux qui font des icônes, hein, ceux qui font des représentations des icônes. D'abord, ils tracent leur géométrie, et ensuite, ils mettent tous les personnages. On remplit. Et donc, si on suit les alignements, on est où là? On passe le tour de Carmo ici, on passe ici. Et puis, si on regarde attentivement, tout d'un coup, on va voir qu'il y a un plus gros menhir là. Vous le voyez? Alors, j'ai une image de ça. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Je ne vais pas vous embêter avec cette géométrie pour l'instant. Voilà. Voilà le menhir. Là, on est dans les alignements de Caer Mario.
on voit le géant du Magno en tout petit, là, le Magno 2, là. Ça, c'est le Magno 2, en tout petit. Vous voyez les pierres qui sont là, et regardez celle-ci. Cette pierre, elle est beaucoup plus grande que les autres. Pourquoi? Pourquoi, dans un fil de menhir, on a subitement mis une pierre qui est beaucoup plus grande que les autres? Ils étaient en forme ce jour-là? Ou peut-être on dirait, mais c'est un point très important énergétiquement, il y a un puits ou de l'eau, un ruisseau ou quelque chose, il marque quelque chose qui se passe en sous-sol. C'est possible. Mais je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. On va revenir à Google Earth. Et vous voyez, il est là. Alors, de cette pierre, je vais tracer la ligne qui va vers le cairn, ici, le cadeau, exactement vers la chambre, hein, vers le même point. Eh bien, cette ligne, je vais enlever ça, cette ligne a un angle de 143,13 par rapport au nord, c'est l'angle exact d'un triangle 3, 4, 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il marque un angle droit parfait ici, avec cet axe. Donc cette pierre qui a été mise là, qui est beaucoup plus gros que les autres, il marque l'angle d'un triangle. Il marque l'angle droit d'un triangle, qui va être un petit triangle qui s'inscrit à l'intérieur de cet autre triangle qui a été dessiné au départ. Et vous allez voir que ce petit détail-là, cette pierre plus grande et ce tracé, ça va nous révéler de nouveau clairement le fait que ces bâtisseurs utilisaient la mesure du mètre. Pourquoi? Parce qu'un triangle 3, 4, 5, c'est des nombres, c'est des rapports. 3, 4, 5, ça veut dire que ce côté-ci, s'il mesure 3 unités, celui-ci mesure 4 et celui-ci 5. Voilà, parce que ça, c'est le plus petit, 3 unités, 4 unités et 5 unités. Ouais. Et puis la grande ici, là, celui du Magno 2, ça c'est 3 de ce côté-ci, 4 à la base et 5 là, sur la grande triangle. Oui. Et ben, je disais déjà je n'allais pas parler de mesure, mais ici pour une fois, je vais parler de mesure. Mais d'abord, je vais parler de proportion. Donc voici le schéma qu'on vient de voir sur Google Earth. Et ça, c'est un 3, 4, 5. 3, 4 et 5, comme je venais de dire. Mais du coup, ce triangle-là, c'est possible de calculer son rapport. Et là, c'est très particulier. Parce que c'est pas un triangle de Pythagore, mais presque. Au fait, là, j'ai mis des nombres entiers. 22, 46, 51. Au fait, la valeur 51, c'est 50,99 quelque chose. C'est pas tout à fait un triangle de Pythagore. Mais c'est très proche. Donc, vous pouvez faire cette géométrie, hein, vous verrez le résultat. Donc, il y a un rapport ici. Cette ligne mauve, c'est le côté 3 de ce triangle-là et le côté 46 de ce triangle-là. Donc, si on veut harmoniser ça, on va multiplier 3 par 46 et ça va nous donner 138. Et du coup, j'ai multiplié tout cela par 3 et tout cela par 46. Et comme ça, sur l'ensemble, j'ai des mesures. Oui? Eh bien, il faut savoir que ces nombres qui sont issus simplement des rapports de ces deux triangles, ces nombres correspondent aux mesures sur place avec des unités de 4 mètres.
C'est-à-dire que la valeur 66, c'est-à-dire de ce menhir-là jusqu'au menhir du Magno 2, nous avons 264 mètres, ce qui représente 4 fois 66. De ce menhir-là au premier menhir ici, nous avons 184 en nombre et 736 mètres. Vous voulez que je vous montre? On va voir. Mais ça vaut le coup. Puisque regarde, si je me place sur la pierre et je viens sur cette pierre ici, regardez, 736 mètres. C'est exact. Et 736, c'est 4 fois la valeur de ce côté de triangle dans les rapports qui ressortent par la géométrie. Donc si avec ça, on ne pense pas qu'ils utilisaient le mètre, j'espère que vous me suivez sur ce truc-là. Je répète que les nombres en rouge sont simplement liés à la géométrie et ne sont pas liés à des mesures en soi. Sauf qu'il apparaît qu'en réalité, ils correspondent à des mesures en mètres. C'est 184 unités de 4 mètres. Et là, j'ai donné un exemple, mais je pourrais tous les faire, c'est tous parfaits. Vous avez systématiquement les mesures à droite, et non pas le moindre, c'est les 920 mètres qui lient cette pierre-là au cairn de Kercado. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc ça, c'est un point très important. Ce que je vous dis là, c'est la première fois que je présente. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est nulle part dans mes livres, dans mes conférences. C'est quelque chose que j'ai trouvé grâce au Covid. Ça m'a donné du temps un peu pour me replonger dans des choses. Alors, je vais maintenant... on va parler du Magno. Je ne sais pas si vous connaissez ce géant. Le géant du Magno. C'est le plus grand menhir de Carnac, 5,30 m de haut. Et donc, un gros morceau. Il était couché. Il a été relevé. Je pense relevé par Capet. C'est quoi son prénom? Hein? Non. Monsieur Capet, le fils du bedeau de Carnac, au XIXe siècle, qui travaillait au premier musée et qui était un grand spécialiste de ces questions. C'est lui qui a relevé ce menhir. À mon avis, il a été mis exactement à sa place. Je suis certain qu'il a été relevé exactement à sa place. Il devait avoir des pierres de calage à côté. C'était tombé. Un menhir comme ça, quand ça tombe, ça ne va pas bien loin. Hein. Même si les légendes disent qu'ils partent boire de l'eau à la rivière à minuit. Mais à mon avis, il a relevé exactement à sa place, mais c'est légèrement tourné. Je ne vais pas parler de ça. À un moment donné, je vous expliquerai pourquoi. Mais il a été légèrement tourné. Il est à sa place, mais pas exactement orienté comme il était à l'origine, je pense. Ce menhir, j'ai fait tout un travail sur le site du Magno, vraiment beaucoup de travail au théodolite, j'ai relevé les mesures. Il y a le quadrilatère en haut que vous connaissez sûrement, et puis d'autres pierres. Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour vous dire que entre le coin du quadrilatère et le géant du Magno, on a une distance de 53,98 m, donc 54 mètres, 9,26 plus 44,72, donc ça fait 53,98 m, sur l'angle d'un triangle 5, 12, 13. Donc,
ça permet de positionner exactement le menhir. Cette géométrie que j'ai réalisée sur place avec du matériel permet de le positionner exactement. Parce que si je vais vers le Magno, le géant du Magno maintenant, bon, on ne le voit pas bien. On ne le voit pas bien, là. Vous voyez? Mais il est là. Il est là. On voit peut-être son ombre, voilà. Mais je l'ai positionné donc avec la géométrie. Donc j'ai tracé ce trait qui permet de le positionner exactement à cet emplacement. Et quand on zoome, c'est peut-être bien ça qu'on voit là. Vous voyez? Il se confond un peu à la verdure, mais au fait, on voit que c'est pas la même couleur. En tout cas, c'est là où il est. Ça, il a cet emplacement, puisque depuis le coin du quadrilatère, je le vois très bien ici. Et si j'enlève le trait, on voit les pierres du quadrilatère ici, et ça repart là. Donc, ça permet de positionner avec l'angle et la mesure exactement le menhir. C'est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce géant, j'ai fait un livre sur le Magno et j'ai montré comment le géant du Magno place tous les sites majeurs de Karnak. Le tumulus Saint-Michel, mais aussi au nord, Krukuny, le tumulus et le cromlech de Krukuny. Enfin, tous les sites sont en relation géométrique avec ce géant, puisqu'il est sur un point haut, il est visible de partout. Mais dans le livre, je n'avais pas encore trouvé cette relation. Donc, entre le Magno géant et le cairn de Carcado, nous avons l'angle d'un septuple carré. Donc, 8,13 degrés par rapport au nord. Donc, c'est un septuple carré que j'ai dessiné et que j'ai superposé sur Google Earth. Alors, ces carrés ne sont pas exactement la même taille que le quintuple carré qui relie le cairn au Magno 2. Il y a 4,20 m de différence sur la taille des carrés. Je reviendrai sur cette question. Mais ce qui est remarquable, c'est justement à cause de cette distance, parce que les deux menhirs, le géant du Magno et le Magno 2, sont nord-sud l'un par rapport à l'autre. Hein? Comme par hasard. Hein? Là, c'est le Magno 2 ici, le géant du Magno ici, ils sont sur un axe nord-sud. Donc, c'est des points de référence importants sur cet axe nord-sud. Ça veut dire que dans la mesure où ce septuple carré est légèrement plus grand, vous voyez, il est légèrement plus large, ça fait 4 mètres. Il n'arrive pas au même endroit dans le cairn. Alors que le premier, je suis parti sur le mur du fond, celui-ci, il arrive juste ici, à l'entrée du couloir. Vous connaissez ce cairn? Vous savez ce qu'il y a là? Hein? Il y a là une pierre. Juste à cet endroit, il y a une pierre. Et qu'est-ce qu'il y a sur la pierre? Un septuple carré. Il y a une gravure sur la pierre d'un septuple carré. Donc ça, ce que je vous dis là aussi, c'est la première fois que je le dis. Je viens de le découvrir puisque je viens de superposer ce dessin du cairn sur Google Earth, ce qui m'a permis de faire des choses avec une très grande précision. Et dans la mesure où cette pierre n'a pas bougé du tout, le cairn n'a pas bougé du tout, c'est un très ancien monument,
On l'appelait l'ancêtre parce qu'il est parmi les premiers monuments. Et nous pouvons penser que peut-être autrefois, il y avait plein d'indications qui ont disparu avec le temps. Voilà. Je vais revenir un peu plus tard au menhir du Magno, mais je veux parler d'un autre géant maintenant. Ce géant, il est beaucoup moins connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai appelé, moi, le menhir isolé du Menhir Ouest. C'est un très gros menhir. Il doit frôler les 4 mètres, peut-être plus de 4 mètres. Mais il est sur une propriété privée, mais il est accessible depuis un chemin. Ce chemin est public, mais quelqu'un met toujours un truc pour empêcher de passer. Mais c'est un chemin public. Et pour trouver ça, si vous êtes sur le parking au début du Menhir, alors ça, en plus, c'est retransmis jusqu'au Taïwan, là, donc je suis en train de diffuser ça. Je ne vais peut-être pas me faire des copains, mais vous voyez que depuis le parking, il y a un chemin qui descend ici, là. OK? Donc c'est ici qu'on met le fil, là, en général. Hein. Mais on peut l'emprunter. Ce chemin est un ancien chemin. Il descend ici. Là, il y a une entrée dans un champ. Et le chemin continue ici. Il continue jusqu'à un carrefour. Et là, il revient sur la gauche ici, par ici. Et le menhir, il est là. Je vais le placer. Menhir isolé du Menhir. Il est là. Autrefois, je passais par le champ et arrivé au champ ici, il est juste sous les arbres ici, en limite de champ. Mais depuis, il y a un grand panneau marqué propriété privée, etc. C'est pas grave, on peut passer sur le chemin. C'est juste que ici, le chemin derrière est souvent inondé, donc il faut des bottes. Mais et il faut le chercher parce que vous pouvez être à 3 mètres du menhir, vous ne le voyez pas parce qu'il est entouré de ces petits arbres-là. Je vous le montre encore une fois, le voilà en photo. Difficile à prendre en photo parce que... Voilà. Vous le connaissiez? Ah oui, vous le connaissez. Oui, j'ai déjà emmené des personnes. Voilà. Une fois, j'avais fait une marche entre les alignements de Sainte-Barbe et le cromlech du Menhir, et on est passé par là. Voilà. Donc, si vous le connaissez, vous savez que c'est un menhir costaud et puissant. Hein, voilà, c'est un bon copain. Alors, le voilà. Il est placé là, à cet endroit-là. Donc... qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, il y a des centaines de menhirs ici, là. Il s'est échappé, enfin, il est en dehors des grillages, là, donc c'est peut-être échappé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi un énorme menhir comme ça à cet endroit-là? Alors, vous allez vite comprendre. Premièrement, et le premièrement est vraiment pas mal, c'est par rapport au Magno. Si je tire un trait entre ce menhir-là et le menhir du Magno, le géant du Magno, sur la hauteur ici, la ligne est la diagonale d'un bicarré, donc 26,565 degrés. C'est la diagonale d'un bicarré. 2 carrés placés côte à côte. Mais il y a un fait là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un fait extrêmement bizarre.
c'est la distance. La distance, c'est 2656,5 mètres, qui est la distance en mètres qui correspond exactement à l'angle en degrés, 26,565 degrés. Vous avez une correspondance exacte entre la distance en mètres et l'angle en degrés. Donc, ça peut sembler invraisemblable. Et je suis sûr que des gens vont dire, Crowhurst a mis ce menhir-là pour obtenir cette distance. Parce que ça, c'est pas possible, quoi. Sauf si, finalement, les bases de notre société viennent de beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Mais alors, si Crowhurst a mis ce menhir-là à cet endroit-là, ça veut dire qu'il ne pourrait pas être relié géométriquement à autre chose. Parce que si j'ai mis là exprès exactement à cet endroit-là pour faire cette mesure, eh bien, il ne pourrait pas faire de la géométrie avec d'autres trucs. Ça n'irait pas. Alors, voyons voir si ce menhir, là où il est placé, fait de la géométrie avec d'autres choses. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est le menhir du Magno 2, celui qui se trouve juste au sud ici. Alors, regardons cette distance-là. Et si je fais ça, au fait, on a un rapport de 5 sur 13. Donc, ça veut dire que j'ai 5 unités nord-sud et 13 est-ouest. Donc ça, on peut dire, ah oui, voilà, ça c'est pas un bicarré ou un triple carré, c'est quelque chose de... Je veux dire, si on prend tous les types d'angles possibles et imaginables, forcément on va trouver des choses. Il faut savoir quand même que lorsque on cherche des angles au centième de degré près, le nombre d'angles qui correspondent à des chiffres petits comme ça sont extrêmement faibles. Il n'y en a pas, vraiment pas beaucoup. Quand on fait pas ce travail, on peut rester, ouais, voilà. Et quand on le fait, on sait bien. Quand on tombe sur quelque chose, on a des nombres entiers en rapport, il y a très peu de chances que ça soit du hasard. Dans mon livre en anglais que j'ai publié l'année dernière, grâce au Covid, j'ai fait un annexe où j'explique la possibilité que tel angle soit une coïncidence ou pas. J'ai eu l'aide d'un mathématicien, et donc il y a un annexe qui montre les choses. Quand on a deux chiffres comme ça, 5 et 13, c'est-à-dire qu'on sont des chiffres moins de 100, et 5 et 13 c'est moins de 100, eh ben, il y a genre 1% de possibilité que ça soit un hasard. Alors là, 5 et 13 sont des chiffres assez petits. Et donc, ça me permet de mettre une grille comme ça, là. Vous voyez, le premier, c'est le bicarré. C'est le grand gris vert, là. Ça, c'est un double carré entre le géant du Magno et ce menhir. Et le deuxième, vous voyez, il y a 3 cases. Donc, puisque ici, j'en avais combien? 13 sur 26, c'est un rapport de 1 à 2. Donc, j'ai 13 sur 26. Et là, du coup, j'ai 10 sur 26 ou 5 sur 13. Donc, il tombe exactement sur le coin d'une case, vous voyez, ce menhir. Voilà. Alors, voyons voir autre chose. Alors, le menhir isolé, et donc notre première pierre à Kermario, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? C'est un autre point qu'on a utilisé jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est? Un quintuple carré. OK, donc, si je regarde, alors, voyons voir où est-ce qu'il est. Quintuple carré.
le voilà. Alors avec tout, on ne voit pas grand-chose. Je vais effacer ça. Donc, je peux vous montrer l'angle, tant qu'à faire, exactement de mon point ici. Je vais zoomer pour être bien sur le point. Donc 11, 31, ça faisait 78, 69, c'est ça? 78, 69 jusqu'à la pierre. Regardez, 78, 69 au centième de degré, exactement sur la pierre, là. 78, 69 plus 11, 31, 90 degrés. C'est l'angle exact au centième de degré d'un quintuple carré entre ce menhir et la première pierre de Caermario qui nous a servi pour le reste de la géométrie. Donc, ça fait, vous voyez que le quintuple carré est pas mal utilisé. Mais le clou de ça, va être sa relation avec le cairn de Kercado. Parce que si je viens maintenant jusqu'au cairn de Kercado, et vous voyez, directement dans le centre du cairn, toujours exactement dans l'angle, si de ce menhir-là, je viens exactement dans le cairn de Kercado, là, j'ai un rapport de 1 sur 8. Et ce que vous allez voir, c'est que je vais rajouter 3 carrés. Hop. Au fait, c'est 3 carrés qui sont exactement la même taille que le quintuple carré qui mène jusqu'à Caermario, puisqu'on est sur le même axe est-ouest. Donc, peut-être... Bon, qu'est-ce que je vais effacer, moi? Voilà, j'efface celui-là parce que c'est un peu... Donc, vous voyez, de ce menhir, j'ai 5 carrés jusqu'à Caermario, et puis 3 carrés de plus. Exactement 3 carrés de plus de la même taille pour aller au cairn. Ce qui fait 5 plus 3, 8. Donc, depuis la première pierre du Menec, j'avais 3 carrés plus 2 carrés. Et depuis cette pierre-là, j'ai 5 carrés plus 3 carrés. Donc, cette même distance entre Caermario et le cairn de Kercado est divisée en 2 par la première géométrie et 3 par celle-ci. Je peux rajouter la grille. Si je rajoute la grille, on verra que si je compte 8 carrés pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, vous voyez que la ligne passe exactement à la jonction. C'est un angle de 1 sur 8. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir une cohérence si ce menhir dans tous ces éléments de géométrie par rapport au même point que celui-ci, c'est qu'il y a une sorte de cohérence entre ce point-là et ce point-là, il doit y avoir une géométrie. Mais je ne peux pas vous l'expliquer ce soir, parce que pour vous expliquer cette géométrie, il va falloir que je vous parle du cromlech. Le cromlech ici joue un rôle très important. C'est assez complexe et je ne peux pas juste coller ça maintenant dans cette conférence. Ce sera trop compliqué, on se perdrait pour expliquer le rapport qu'il y a entre ce menhir et le début des alignements. Voilà. Et alors, on n'a pas fini, donc on va continuer.
Alors, on va maintenant venir pour finir sur la dernière partie des alignements, Kerr-Lescan, les alignements de Kerr-Lescan. Donc, je ne sais pas si, je suppose que vous connaissez, c'est ouvert actuellement au public, donc si vous pouvez, je vous conseille d'y aller, c'est un lieu magnifique, c'est ouvert jusqu'au 30 mars. Donc, on peut aller à volonté. Et en termes d'espace sacré, l'enceinte qui se trouve en tête de ces alignements à Kerr-Lescan est absolument magnifique. C'est un lieu très, très particulier. Voici le plan qui a été dressé par le professeur Thom de l'Université d'Oxford en Angleterre. J'ai superposé son plan sur l'image satellite. On voit que son plan est bien fait, puisque tous ces trucs tombent, voilà, sur les menhirs. Ici, on ne les voit pas parce qu'il y a des arbres. Donc, ça permet de les positionner ici. En plus, il y a son nord-sud, et son nord-sud est parfait. J'ai superposé les pierres, j'ai tracé son axe nord-sud et j'avais 0 degré. Donc, professeur Thom était vraiment un géomètre remarquable et il a relevé des monuments avec une incroyable précision. C'est vraiment très important. Alors, ce que nous allons constater, que le professeur Thom, par contre, n'a pas constaté, puisqu'il n'a pas pensé regarder ça, c'est que ce cromlech s'inscrit dans un carré parfait. C'est-à-dire que si je trace un carré, est-ce que vous voyez là cette pierre-là? Il y a une pierre là. Voilà, c'est la pierre la plus au nord. Ici, c'est la pierre, là c'est un trait du professeur Thom, c'est pas une pierre ça. Hein. Ici, c'est les pierres les plus à l'ouest. Ici, il y a un axe nord-sud de menhir. Ça, c'est déjà en soi un fait remarquable. Il y a un alignement de menhir nord-sud à Kerr-Lescan. Et au sud, ici, nous avons des pierres sud du cromlech. Eh bien, si je trace ici, j'ai un carré parfait. Toutes ces pierres sont contenues dans un carré parfait. C'est quelque chose... alors que le carré n'est pas marqué, nous, on fait clac, clac, clac. Non, eux, ils les mettent dans le carré, mais ils expriment autre chose avec des courbes qui permettent d'exprimer plusieurs choses. C'est des formes plus complexes que juste un carré de court. Selon le professeur Thom, donc, ça fait 39 toises mégalithiques ou 80,87 mètres de côté. Moi, je trouve un peu plus grand. Je trouve 81,25 ou quelque chose. Pas grand-chose, hein, mais moi, je dispose maintenant d'images satellites, de lasers, mètres laser. Enfin, je dispose de moyens qu'il n'avait pas, qui permet peut-être d'aller un peu plus loin. Ici, c'est un plan que j'ai fait de l'ensemble des alignements de Kerr-Lescan il y a un certain nombre d'années, 2010. Et ça montre que ces alignements convergent vers un point qui se trouve dans le jardin de quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas pu aller voir ce que c'est, mais on a des fils ici, là, des fils ici, et au fait, ces lignes ne sont pas du tout parallèles comme les autres alignements, ils convergent à un point qui se trouve sur la colline en face. Donc ça, en soi, c'est intéressant, mais l'axe général de cet ensemble est est-ouest. Et c'est pour ça que ce soir, il y avait des personnes à Kerr-Lescan qui regardaient le soleil se coucher derrière l'enceinte. Et donc, au fait, cette ligne nord-sud de menhir, cette ligne nord-sud marque la limite d'un plateau qui est parfaitement plat,
et à partir des pierres, clac, ça descend. Il y a carrément une butte, et ensuite, tout l'ensemble des alignements est en descente. En fait, ça, c'est une caractéristique générale des alignements. Au Menec, on a le cromlech sur du plat, et après, les alignements, ils descendent. À Sainte-Barbe, exactement la même chose. À Kermario, on a une partie plate, et après, ça descend. C'est la même chose. Hein. Et les pierres les plus grandes sont sur les points les plus hauts. Forcément, ils sont davantage visibles. OK? Et donc, cette enceinte, ce plateau, est quelque chose d'invraisemblable, puisque, à l'origine, il y avait sûrement des affleurements rocheux, là. Et ces affleurements rocheux ont été cisaillés de la roche-mère. Ça, on le sait, parce que ces pierres ont été utilisées pour construire des alignements. Et lorsqu'on arrache une pierre de la roche-mère, il y a une différence de dureté entre l'affleurement qui est dur et la partie arrachement qui est plus tendre. Et donc, il y a un géologue de l'Université de Nantes, Dominique Sellier, qui a testé plus de 70 menhirs dans les alignements de Kerlescan en testant la dureté d'une face et de l'autre face. Et il a constaté que ces 70 menhirs étaient des menhirs arrachés. Et non seulement ça, ils étaient tous orientés de la même façon. C'est-à-dire que la face d'arrachement était orientée systématiquement d'un côté et la face affleurement de l'autre. Ils étaient tous placés de la même façon. Pour dire qu'on a le souci du détail. Hein. Ce n'est pas des grosses brutes. Voilà, ils ont tous été placés comme ça. Mais arrachés comment ? C'est-à-dire que dans le cromlech de Kerlescan au sol, vous avez des énormes dalles parfaitement plats comme ça. C'est sûrement là où ces menhirs ont été arrachés. Mais comment ? Parce qu'on ne voit pas de traces de martelage, tout ça. Mais à l'époque, normalement, il n'y avait pas de fer, il n'y avait même pas de cuivre. Enfin, il y avait de métaux. Donc, comment ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y a des zones dans ce plateau. Voici, ça c'est la ligne nord-sud. Et vous voyez, c'est plat à l'intérieur. Et hop, ça descend ici. Vous voyez, on est à la limite d'un but. Donc c'est la limite d'un plateau. Ça, c'est les menhirs à l'arrière. Là, il y en a deux en particulier, côte à côte, qui se touchent, vous voyez. Là, c'est vu dans l'autre sens. Ça a été coupé récemment, donc bientôt on les verra sur Google Earth. Les arbres ont été coupés. Et ici, c'est le menhir de Kerlescan. Et je reviendrai plus tard sur ce menhir parce que c'est une sorte d'anomalie. Et il y a des choses très intéressantes. Et juste devant lui, il y a un tertre là. Ce tertre, il y a un coffre ici où on a trouvé des ossements, etc. On pense que ça date du Mésolithique, on n'est pas certain, ça a été fouillé il y a longtemps, je ne sais pas si on a vraiment des datations exactes, mais clairement, ce tertre ne fait pas partie du cromlech. Voilà. Peut-être il est antérieur à toute cette installation. Alors, il y a au centre des alignements une très grosse pierre qui s'appelle le menhir index de Kerlescan. Alors, pourquoi il s'appelle l'index ? Ce nom lui a été donné par Félix Gaillard, qui était un archéologue au XIXe siècle. C'est lui qui a beaucoup fait pour que les alignements de Karnak soient sauvegardés. Et, entre autres, il habitait dans ce bâtiment.
Coïncidence. Voilà. En tout cas, il a nommé ce menhir. C'est le plus gros. Hein, c'est le plus gros menhir qu'il y a dans les alignements. Il est très, très gros à la base. Vous voyez sa taille par rapport aux autres qui sont autour. Il y avait peut-être des menhirs qui étaient plus hauts. Je dis peut-être parce qu'aujourd'hui, deux menhirs ont été... Le sommet a été cassé. On voit que le sommet est cassé. Donc, peut-être c'était des menhirs bien plus hauts, mais on n'a pas de traces de ça. Mais celui-ci, aujourd'hui, c'est le plus haut et le plus gros. Il est vraiment très important. Et il est au centre des fils. Alors, ça ne va pas marcher? Si. Voilà, je fais une petite vidéo pour vous le montrer. Comme ça, vous voyez les alignements autour. Vous voyez comme il est placé. Derrière, on voit l'axe nord-sud. Voilà. Voilà. Ça, c'est un dessin de Félix Gaillard, donc, qui montre le lever du soleil à l'équinoxe. Dans le cromlech, à l'arrière du cromlech, il y a une butte, qui est comme une butte d'observation. Et sur cette butte, on est au centre du cromlech et on voit donc que le soleil se lève à l'équinoxe sur le menhir index. Okay? Donc, ça, menhir index, ça c'est le dessin. Moi, j'ai mis le mot menhir index là pour le montrer. Mais c'est le dessin de Félix Gaillard du lever du soleil sur le menhir index le jour de l'équinoxe. Et voilà son plan. Il a fait un plan, il a marqué index. La pierre est bien plus grande que les autres. Et le soleil se lève, est-ouest, etc. Voilà. Ici, il dit tumulus ou tertre. Et ça, c'est le menhir de Kerlescan. J'ai mis une ligne bleue pour les relier. Vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, donc là, ça, c'est pas notre sujet. Je vais revenir à Google Earth Pro. Donc, le menhir index, voyons voir où il est. Menhir index, Kerlescan index. Le voilà. Si je zoome dessus, on le voit, il est bien gros là. Au milieu des alignements. Voilà. Eh bien, si entre le géant du Magneau et l'index, je trace un trait, alors, où est-ce que je suis? Magneau à index, voilà, je trace un trait. Quel est l'angle de ce trait? Vous l'avez deviné. Un quintuple carré. De nouveau, nos fameux 5 carrés côte à côte. Là, il y avait clairement visibilité. Le géant du Magneau est sur un point haut. Ça descend ici jusqu'au centre équestre. Là, ça remonte un petit peu, puis ça descend au centre équestre. Puis ici, ça remonte. Il y a le plateau, et puis de l'autre côté. On a une distance de 476 mètres, et ça c'est pareil, la prochaine fois je reviendrai là-dessus. Est, 11,31 degrés nord, donc de nouveau exactement un quintuple carré. Donc nous voyons comment la pierre centrale des alignements, la plus grosse pierre de Kerlescan, est reliée au géant par cette même géométrie. Quand je vais vous parler des mesures, vous allez être vraiment étonnés, mais déjà la géométrie seule, c'est suffisant. De cet index
au menhir de Kerlescan. Donc, le menhir de Kerlescan, je vais mettre le plan du professeur Thom avec le carré. Là, c'est son plan des alignements et son menhir est ici. Pour moi, enfin, il n'a pas tout à fait bien placé sur le plan parce que j'ai relevé au laser, moi. Lui, il le place là et pour moi, il est là. Parce que je l'ai relevé, j'ai fait un relevé laser de nuit entre toutes ces choses-là et j'ai une mesure exacte. Et c'est un peu plus loin que ce que je pensais, ce que lui pensait. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle entre l'index et ce menhir, parce que c'est l'angle d'un bicarré, exactement 26,57 degrés, à une distance de 133 mètres. Donc, ces deux sont reliés par une géométrie, un bicarré. Donc, c'est un autre géant, le menhir de Kerlescan. Alors, c'est intéressant de voir ces lignes convergent. Ce menhir, au fait, il y a le tertre qui est ici et il se place au bout du tertre. Et je reviendrai là-dessus. Si ce tertre préexistait les implantations de mégalithes, il se peut que le menhir ait été un peu déplacé de là où il voulait le mettre parce qu'il ne voulait pas le mettre sur le tertre. S'il y avait un tertre et s'il y avait un personnage qui était enterré là, il ne voulait peut-être pas intervenir sur cette zone-là. Et je pense qu'il a été mis plus loin, mais je reviendrai dessus, parce qu'il y a des traces dans le sol, enfin, je reviendrai dessus à un autre moment. Mais toujours est-il, il est sur l'axe d'un bicarré, et la mesure, il passe exactement entre ces deux pierres, ça se voit quand on est sur place, les deux dernières pierres de la ligne, il est entre les deux. Voilà, ça c'est un bicarré. Que voilà, un double carré, deux carrés côte à côte qui relient ces monuments. Alors, je voudrais juste une petite indication. On avait vu qu'il y avait un 3, 4, 5 qui allait de Kermario jusqu'au Magno 2. Si je prolonge cette ligne du triangle 3, 4, 5, il arrive à un point particulier ici. Il arrive à une pierre particulière dans le cromlech. Il n'arrive pas sur le premier, il arrive sur le deuxième. Mais deux faits là m'ont semblé importants. Le premier, c'est si de cette même pierre, je pars à l'index de Kerlescan, j'ai un triangle 3, 4, 5 là, de cette pierre-là. Et l'autre élément, c'est que si je trace l'axe est-ouest de cette pierre, je viens exactement à l'angle du quadrilatère du Magno, qui était notre point de départ. Donc ça semble donner une importance à cette pierre-là, qui lui est dans le prolongement du 3, 4, 5 par rapport à Kermario. Et je reviendrai là-dessus. Voilà. Alors, pour finir, parce qu'il faudra bien finir, je voudrais parler de ces pierres-là. Ces pierres-là sont dans les bois, pas loin du centre équestre, du Magno. Elles sont devenues visibles, très visibles récemment, parce que ils font de la déforestation, hein, ils coupent plein d'arbres. Et du coup, maintenant, ils sont dans une zone où il n'y a pas d'arbres. Mais ils sont quand même visibles sur Google Earth. On les voit à travers les arbres, donc il n'y avait pas beaucoup d'arbres.
ça, c'est un menhir ici. Ça, je me demande si ce n'est pas un effleurement. Je ne sais pas si ce n'est pas naturel, ça, un effleurement. Ça, c'est un menhir dressé. Et celui-ci, c'est un énorme menhir, je pense, qui est dressé. Voilà. Voilà pour vous donner un peu la taille de la chose. Du menhir, quoi. Pas la chose à côté. Sur le sommet de ce menhir, il y a un grand bassin comme ça, magnifique, donc sûrement qui a été taillé. Et ça, c'est intéressant. Ces bassins comme ça, taillés dans des pierres, il y en a partout en France. Voilà, et donc il y a des cupules comme ça sur ces pierres, c'est très intéressant. Alors, revenons à Google Earth. Donc, ce menhir, il est visible. Il est là, alors je l'enlève, comme ça on va zoomer. On le voit là, vous voyez? Là? Voilà. Donc on va mettre un point. Et vous allez voir que ce petit bout de pierre là, dans la forêt, va nous révéler bien des choses. Premièrement, si je pars de ce menhir pour aller à l'index, c'est un triple carré. Si je rallonge la ligne, vous voyez, il vient dans l'angle. 1, 2, 3. C'est exactement l'angle d'un triple carré ici, 71,56 degrés entre cette pierre-là et le menhir index. Donc de nouveau, la géométrie du triple carré de cette pierre. Et si je viens depuis le Magnéo 2 à cette pierre-là, depuis le Magnéo 2 à ici, ça c'est un triangle 3, 4, 5. C'est l'angle ici, 36,87 par rapport au nord. 36,87 par rapport au nord, une distance de 353 mètres. Et donc, on voit comment cette pierre-là, j'appelle ça le déesse menhir, parce que ça a une forme comme ça, et puis il y a des bassins dessus. Donc, c'est dressé, mais ça a un côté de déesse mégalithique. Mais cette pierre placée fait la jonction entre les deux lieux, entre les alignements de Kerr-Mario par un 3, 4, 5 et un triple carré jusqu'à l'index de Kerr-Lescon. Vous comprenez qu'il semblerait qu'aucune pierre n'est placée par hasard. D'ailleurs, ce serait bien étonnant qu'on place des pierres par hasard, quoi. C'est quand même lourd. Non, mais... Et ça veut dire aussi l'importance de la préservation. Une pierre qui est bougée par un agriculteur parce que ça gêne dans son champ et il le pose sur le côté, eh bien, ça vient enlever une information. 1, 2, 3, 10, Dieu sait combien d'informations, selon le nombre de choses que cette pierre relie. Oui, bah, en même temps, évidemment. Mais l'harmonie, je pense, qu'est dérangée depuis quand même assez longtemps. Parce que, vu notre état, si l'harmonie était là, on serait peut-être... voilà. Mais peut-être l'harmonie reviendra. Mais voilà. En tout cas, oui, ça peut déranger. En tout cas... Voici donc des éléments de la géométrie de Carnac. Ce sont des choses, alors que je travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années, que je découvre depuis peu de temps et qui donnent une absolue cohérence et qui apportent vraiment des preuves d'une installation extrêmement précise, un quadrillage du paysage et l'utilisation de mesures. Et justement, la prochaine fois, pour le mois prochain, pour le deuxième thème d'Epistemia TV, qui est la mesure, ben je reviendrai sur ces mesures
pour voir exactement ce qu'on peut en comprendre. Parce que les mesures révèlent des nombres, et ces nombres sont des bases de la pensée. Donc, c'est un sujet important. Et pour ce soir, je vais m'arrêter. Donc, je vous remercie de votre attention. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Quelques questions. Merci.